c'est pas grave. La gestion d'un circuit recirculé de cendres avec une vision un peu, je pense, un peu complémentaire et à peu près identique à certains qui sont déjà intervenus. Donc, au niveau de la gestion, on va parler de la gestion anticipative. Donc, certains ont abordé pas mal de fois. Au niveau de la prophylaxie du sanitaire, notamment en cendres, un peu de gestion zootechnique, mais très peu, parce qu'on n'est pas là pour parler de technique vraiment d'élevage, la sécurité et un peu de gestion économique. Donc, la gestion anticipative, ce que certains ont appelé avoir un bon dimensionnement, et tout simplement, je pense, à mon sens, vital. C'est-à-dire que si on commence par un bon dimensionnement et une construction efficiente, là, je reviendrai plutôt chez M. Soulas avec on fait ça comme il faut, bien, et pour travailler, on travaille de manière efficiente, et là, on aura du temps pour gérer son race. Ça me semble, on va dire, c'est la base. Je vais me faire présenter deux bâtiments différents. Donc là, je présente un bâtiment qui était l'ancien bâtiment d'Asialor. Les diapos défilent pas, je crois. Nous, on est toujours sur la première diapo de… Oh là là là. Alors, pourquoi les diapos ne défilent pas? Ah, là, c'est bon. Ah oui. On est à la conclusion. Oula. Hop. Donc, alors, est-ce que je vais pouvoir… Bon, on va faire ça comme ça, du coup. Vous voyez bien ou pas, là? Oui. Ah oui, mais du coup, moi, je suis pas en… je suis plus en mode diaporama. Je pense que tu n'as pas lancé ton diaporama. Voilà, clique là-dessus, là. Voilà. Ouais, mais je l'avais lancé tout à l'heure et du coup, il n'a pas voulu. Cliquez sur diaporama pour essayer. Il est possible que… Ouais, moi je suis sur le diaporama pourtant. En haut, dans la bande accueil et autres animations. Si vous allez dans diaporama et à partir du début, vous pouvez peut-être relancer le mode plein écran et lancer le diaporama pour que ça marche au clic. À partir d'où? Dans ta barre de menu, là-haut, diaporama. Tu vois ta barre de menu, là. Tu as accueil, insertion. La diaporama. Voilà. Clique dessus. Hop, à partir du début. Normalement, vous devriez pouvoir faire défiler au clic. Ouais. Ça marche? Maintenant, si tu cliques sur tes diapos… Il y a deux écrans. Tu as combien d'écrans, Julien? J'en ai qu'un. Tu n'en as qu'un. Et ferme ton bac de partage et recommence à partager ton écran. Ça s'est mis tout en minuscule. Alors, désactiver. Ah. Et je partage celui-là. Ça donne quoi, là? Il faudra peut-être juste faire descendre au fur et à mesure. Ah bah c'est bon. C'est bon. Ça y est. Ouais. C'est bon, on a réussi? Oui. Bravo, comme quoi la technologie. Hein. On voit là toute l'importance de la maîtrise de la technologie. Bravo, Julien. Allez, à toi. Donc, du coup, je recommence. Hop. Un petit. Alors, voilà, ça c'était le sommaire. Hop, que je vous ai cité tout à l'heure. Donc, la gestion anticipative. Voilà un bâtiment réalisé. Vous le voyez bien? Oui, pas de problème. Top. Voilà. Super. Donc, la problématique de ce bâtiment qui était très bien, qui avait coûté très cher, c'était qu'on rentrait dans la partie transfo pour aller dans la partie grossissement, pour aller dans la partie pré-grossissement, pour finir dans une partie qui allait être dans les closeries, pour aller dans les bureaux. Il fallait disséminer au niveau pratique, on n'y est pas. Au niveau sanitaire, on n'y est pas. Et en plus, toute la partie traitement d'eau était aux 2/3 du bâtiment, ce qui fait qu'on tirait 50 mètres de canalisation en inox 2 pouces, plus tous les câbles électriques d'un circuit recirculé. Ça fait énormément de matériel en plus. Alors que si le bâtiment avait été retourné, il n'y aurait eu aucun problème. Et là, on était exactement dans le bon sens. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'appelle déjà la base. Et si on prend l'exemple… Quelle école? Hop. Non, j'ai une souris qui est un peu capricieuse. Donc ici, c'est le plan de la pisciculture donc de Perca France il y a 2 ans.
On est toujours dans le même principe de base, sauf que le grossissement 1 est passé en pré-gros et le nombre de bassins a changé. Mais c'est-à-dire qu'on rentre, il y avait la même problématique, parce que moi j'ai réutilisé un bâtiment, un ancien corps de ferme qui avait été utilisé en pisciculture, et sur de l'ornement. Et donc, du coup, on rentrait dans la première zone pour rentrer dans la deuxième, pour rentrer dans la troisième. Sanitairement, ce n'était pas possible. Du coup, moi, j'ai créé un couloir et on a au fond les zones les plus sensibles qui sont les géniteurs, avec la production d'artémia, les closeries. Et plus on s'approche en fait de l'extérieur, moins la zone est sensible et on respecte en permanence le principe de marche en avant. Le poisson va de la zone au fond pour revenir devant et ne va jamais dans l'autre sens. Voilà. Un bon dimensionnement, comme beaucoup l'ont dit, c'est un réacteur biologique. Oh, ça, c'est une souris qui est assez fantastique. Une souris, enfin, un réacteur biologique bien dimensionné, voilà. Un UV ou de l'ozone en fonction de ce qu'on aime travailler, qui soit aussi bien dimensionné, un filtre mécanique de la bonne taille et potentiellement un traitement de l'air en fonction de ce qu'on fait. Quand on travaille en cendre à 22-24 degrés en plein hiver, le traitement de l'air est quand même fort utile. Le bon dimensionnement à l'origine, ça diminue aussi le coût de production. Et notamment l'électricité, donc les intrants, l'électricité, l'oxygène, les produits phytosanitaires. Moins on en a besoin et mieux on se porte. Et notamment, on a déjà parlé, l'électricité, c'est vraiment un point vraiment très important. Et au niveau de cette construction de base, mieux c'est fait, mieux le poisson se porte, et donc meilleure sera la croissance. Un poisson qui est heureux, comme je le dis, c'est souvent un poisson qui pousse bien. Et il faut, pour pouvoir cela, bien régler les températures, la luminosité, qui est moins important sur du salmonidé, mais très important sur du cendre. La courantologie, donc on l'a abordé juste avant, ou le taux de renouvellement des bassins. Et toute la bonne gestion de ces points clés, en fait, ça entraîne la diminution de gestion des problèmes. Moins on a de problèmes, plus on passe de temps à gérer autre chose, quoi. Et notamment, on gère l'élevage et on ne fait pas la gestion de problèmes. Et c'est notamment important en cendre parce qu'on a tout à apprendre. Donc, on est au balbutiement du cendre, même si ça fait 10 ans qu'on produit du cendre en système recirculé, on n'en est encore qu'au début. Donc, au niveau des particularités du cendre, donc on a la prophylaxie et le sanitaire sont des choses pour moi qui sont vraiment très, très importantes. On a notamment le stress sur le cendre, qui est quelque chose de très, très développé, qui était très développé il y a 7 ans quand j'ai commencé, qui est toujours, mais beaucoup, beaucoup moins. C'est-à-dire que j'ai eu des poissons qui sautaient dans tous les sens, qui pétaient des câbles vraiment littéralement. Maintenant, ça n'arrive plus, voilà, sauf dans certains cas où on pousse un peu le cendre pour voir jusqu'où. Et donc, on doit avoir une maîtrise de la lumière qui est importante. Donc, tout est dimmable. Là, on voit, c'est un circuit de pré-grossissement qu'on vient de remettre en route au mois de septembre. Donc, le filtre biologique, il est nouveau, il a été ensemencé avant, mais on est en train de gérer encore des qualités d'eau qui sont moyennes. Heureusement qu'on est en cendre, parce que si on était en truite, on aurait eu de gros problèmes. Donc là, on voit les lumières qui ont l'air vraiment éclairées, alors qu'au final, on n'a que quelques dizaines de lux dans la salle. Et l'objectif avec le cendre, c'est de pouvoir, au fur et à mesure, le travailler avec un peu plus de luminosité. Que travailler à la frontale tous les jours, c'est pas ce qui est le plus facile. Le stress, il n'aime pas trop les vibrations. Donc, de manière générale, on évite de taper dans les bassins. Mais bon, tous les poissons ne sont pas fans non plus. Donc, nous, on travaille avec de la musique. Pour ceux qui sont déjà venus, ça nous permet de travailler dans une ambiance qui est quand même meilleure et surtout de domestiquer un peu le poisson pour l'habituer un peu au bruit. Par contre, il y a certains bruits, qu'on parlait d'agriculteurs. Voilà un joli merlot, ça c'est le merlot de mon voisin. Quand il nettoie son béton avec le godet, il fait des vibrations à 100 mètres à la ronde, on a tout qui vibre et ça le cendre, et c'est pas il aime pas trop, quoi. Donc, c'est un poisson qui est aussi sensible aux manipulations parce qu'il a peu de mucus, contrairement à une truite. Et en plus, les écailles qu'on peut voir ici, c'est que des piquants. Donc, dans un sens, c'est lisse,
mais dans l'autre sens, c'est vraiment une râpe à fromage. Et c'est vrai que dès qu'on les frotte trop, mais derrière, on va avoir des saprolénioses, des mycoses. Et c'est assez compliqué à gérer une fois que c'est un peu trop développé. On a vraiment du mal à gérer. Là en bas, dans la photo, on voit une femelle qui est en attente de reproduction. Et celle-là, on l'a récupérée sans aucun souci parce qu'on arrive quand même à bien les récupérer. Le cendre est assez tolérant, celle. On a des problèmes aussi de cannibalisme. Donc là, on voit sur la photo en haut à droite, c'est souvent du cannibalisme d'opportunisme. C'est-à-dire que même si vous le nourrissez et qu'il a faim, même sans avoir faim, si jamais il y a un collègue qui peut passer à côté et qui peut le manger, ben souvent, il va le bouffer. Voilà. Donc, il faut bien gérer le nourrissage, la taille des granulés et avoir des lots homogènes et on évite ce genre de problème. L'avantage, c'est qu'il est peu exigeant aussi sur la qualité de l'eau comparé à un salmonidé. Manuel l'a abordé tout à l'heure. Sur des taux d'ammoniac, on arrive à tenir. Sur des taux de nitrite, sur des taux de nitrite, moi, j'arrive à faire du 6 mg par litre et j'ai vraiment aucune casse sur mes poissons. Ça se gère de manière anticipée, en fait. Mais quand on a un nitrite, voire 0 nitrite, on se sent quand même beaucoup mieux. Au niveau de la prophylaxie, donc surtout la marche en avant qui est à respecter. Voilà, donc toujours le plan du bâtiment, ça c'est vraiment important. Et c'est vrai que pas d'intrants dans un circuit recirculé. Alors c'est facile pour des gens qui produisent eux-mêmes leurs juvéniles, mais par contre, quand on fait du grossissement, c'est quand même plus compliqué de ne pas rentrer du poisson. D'où l'intérêt de rentrer du poisson qui soit de qualité. Donc là, au niveau de la prophylaxie, donc du coup, il faut une prophylaxie irréprochable et un approvisionnement en juvéniles de qualité, surtout contrôlé. En cendre, on a les mêmes problèmes que tous les autres poissons, donc les bactéries, les parasites, les virus, les champignons. Ils sont à peu près communs à toutes les espèces. Il y a quelques spécificités en fonction des familles de poissons. Et nous, dans le cendre, on a le rhabdovirus de la perche, donc le perche rhabdovirus, qui est dangereux pour les grossissements de cendre. Alors, on en parle beaucoup. Personnellement, je ne l'ai jamais vu. Et c'est quelque chose, en fait, qu'il faut que moi, j'analyse systématiquement. Et tous les juvéniles sur site sont, en fait, analysés et ont une analyse de cycle de vie. Alors, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Chaque poisson a un examen externe, macroscopique et microscopique, et un examen interne, macroscopique et microscopique. Et afin de favoriser le fait de trouver des problèmes, moi, ce sont que les queues de l'eau, des poissons moribonds ou des poissons pas beaux qui seront analysés. Comme ça, si jamais ils ont potentiellement, on dira, le rhabdovirus, ils peuvent l'exprimer et donc on va pouvoir le trouver si jamais il y est. Donc, de manière générale, il y a là, j'ai même pas l'histologie, mais on a aussi des examens d'histologie et des cultures bactériennes qu'on a ici, voilà, des cultures bactériennes des poissons. Et une analyse de rhabdovirus. Donc, c'est pas une analyse anodine quand même, le rhabdovirus. Il y a qu'un endroit en France où on le fait, donc le laboratoire du Jura. Et donc, c'est des analyses par PCR et par culture cellulaire. Donc là, j'ai l'analyse, là, j'ai la PCR, mais il y a en même temps une PCR. Et ça, c'est le lot de cet été. Voilà, donc qui est que moi, je certifie indemne de toute maladie de manière générale. Au niveau prophylaxie et sanitaire, de manière générale, pour ne pas être embêté, il faut une atmosphère saine. Hop, là, ici, on peut voir le même prégrossissement qu'on a vu tout à l'heure. Dans une salle, à l'heure actuelle, moi, j'ai une salle où il n'y a pas de traitement de l'air. C'est simple, il a tendance à pleuvoir dans les salles parce que l'humidité se met au plafond et que derrière, on a vraiment des problèmes sanitaires à régler. Sur un grossissement, ça n'engendre pas énormément de différence. Il y a des pertes de croissance. On voit que les poissons n'aiment pas ça, mais ça se gère. Par contre, sur du larvaire, sur des juvéniles, des larves de cendre, par contre, c'est des mycoses branchiales assurées et après, c'est de la casse et c'est des problématiques à gérer en permanence. Donc là, on a tout simplement un traitement de l'air qui est fait. Nous, il est géré salle par salle, en fait. On a 4 salles et des closeries, pré-gros et grossissement. Et chaque salle est gérée de manière indépendante au niveau du traitement de l'air, du traitement de l'eau. Et l'air est désinfecté en même temps.
Et ici, on peut voir que le sol est sec. Et le meilleur moyen de se prévenir des maladies, c'est tout simplement de ne pas avoir d'eau ou le moins possible et d'avoir un sol ou du matériel de sec. Au niveau de la qualité d'eau, le cendre, il est quand même costaud, quoi. Au niveau de l'oxygène, il n'est pas difficile. On va dire jusqu'à 2 mg par litre. C'est pas parce qu'il tient jusqu'à 2 qu'il faut faire l'élevage à 2. Moi, de manière générale, je me base plutôt sur les teneurs de la truite, donc j'évite les 5,5 minimum, donc 2 mg par litre. Il faut des teneurs en azote faible. Donc là, on voit des petites analyses en vert, en rose et des nitrates en orange. Quand c'est vert comme ça et violet comme ça, rose, on commence à courir pour régler les problèmes, mais souvent on a vu les problèmes avant de faire l'analyse. Mais il tient, comme j'ai dit tout à l'heure, à 6 mg par litre de nitrite sans problème. Donc d'où l'intérêt, là, comme l'a dit Manuel, là, nous, on travaille avec du sel. Le sel limite l'absorption des nitrites. Et derrière, en oxygénant bien l'eau, on arrive à passer sans problème des pics de nitrite au niveau du cendre. Et ça, c'est surtout quand on met en route un circuit recirculé. Une fois qu'il est stable, on n'est plus embêté avec ce genre de choses. Donc, il faut des teneurs en matière organique faible. Donc, je vois beaucoup de protéines skimmer à droite, à gauche. Et ça, c'est vraiment… nous, on n'en a pas à l'heure actuelle. Et donc, je sais que l'année prochaine, ils sont prévus en livraison parce que c'est vraiment des super outils. Et ça a quand même plein d'aspects bénéfiques. Là-dessus, même si le cendre n'est pas sensible, ça n'empêche qu'une bonne qualité d'eau, et là on reviendra sur les problèmes d'eau flavor aussi, s'il y a trop de matière organique dans l'eau, on aura ce genre de problème-là. Et après, de manière générale, il faut que les paramètres soient stables, et ça marche de manière générale aussi pour tous les poissons. La spécificité du cendre, ça va être sur les densités. Donc le cendre, est à l'inverse d'un salmonidé, il ne vit pas tout seul derrière un caillou dans la nature, il vit en banc. Et donc, quand on a une densité inférieure à 30 kg, donc on peut voir une photo, j'espère qu'on verra à peu près bien, mais avec les reflets, quand on travaille un peu dans le noir, c'est compliqué de prendre des photos. Donc ça, c'est un bassin de géniteur, il y a moins de 30 km3. Et mais là, si je veux faire du grossissement là-dedans, ça ne marchera pas bien. De manière générale, il n'y en a pas assez. Et là, on a un bassin où là, on a des poissons qui font 1,2 kg, 1,4 kg, voire plus, et où on a déjà plus de 30 kg par mètre cube. Et là, on n'a aucun souci sur ces poissons-là. Mais pas assez de densité, ça crée du stress sur le cendre. Et du coup, après, derrière, on a des problèmes. La densité aussi est adaptée en fonction de la taille des poissons. Là, on voit un bassin de juvéniles. Donc là, c'est des juvéniles qui font à peu près 30 à 40 grammes. Donc, photo prise ce matin. Là, on peut quand même tasser. Et la couleur des bassins est importante aussi. Des bassins trop clairs va stresser le cendre. Au niveau de la luminosité, pareil, il faut une luminosité faible, mais pas trop faible. Là, je vais faire une petite différence. Voilà 2 poissons il y a quelques années. Donc, on a un cendre en bas qui était qui était élevé dehors, donc chez moi, sur la plateforme où on met des poissons de transition en température, et un cendre d'un collègue allemand. Où les poissons sont de manière générale en Allemagne, ils ont une méthode un peu différente, élevés vraiment dans la pénombre totale. On est sur du 1, 2, 3 lux en luminosité et c'est compliqué à travailler pour les opérateurs et le poisson a du coup cette couleur-là. Donc il est beaucoup moins coloré qu'un poisson qui est élevé avec un peu plus de luminosité et des lumières un peu plus spécifiques. Et au niveau et pour le cheptel, de manière générale, voilà, il faut qu'il soit homogène, mais ça marche un peu pour tous les cheptels de poissons. Peut-être d'aller vers la conclusion, Julien ? Ouais, je m'accélère un peu alors. Au niveau de la prophylaxie sanitaire, donc pour le cendre, donc on diminue les manipulations dû au fait qu'il y ait des écailles assez spécifiques. On trie beaucoup à la main. Sauf que sur des grosses productions, c'est impossible, donc il faudra faire quelque chose donc, il faut faire du trieur, mais là, le trieur en cendre, il faut travailler un peu dessus et je pense faire attention. On met beaucoup d'eau pour le manipuler, ce qui est logique, mais certains n'aiment pas trop de mettre d'eau pour manipuler et on peut calmer un peu le poisson. Donc, le sel, j'ai déjà abordé et le noir aussi. Au niveau de la gestion zootechnique, donc l'origine des juvéniles est vraiment importante.
La génétique est aussi importante, sacrée souris. Le sanitaire, j'y reviendrai pas dessus. Au niveau de la génétique, ici, on peut voir qu'en 3 générations de domestication, on a déjà gagné 3 mois de croissance sur un même lot, sachant qu'en plus, le lot de 2021 était élevé moins chaud que celui d'avant. Au niveau de l'alimentation, il n'y a pas spécifique sur le cendre, sauf qu'il n'aime pas l'aliment gras. Par contre, si vous donnez de l'aliment trop gras, vous aurez la mortalité. Les tris, il faut que les lots soient le plus homogènes possible. Au niveau des sécurités, il me reste 2 petites diapos. Peu de particularités sur le cendre. Voilà une surveillance H24. Voici la présentation. Ça, c'est ma page pré-grossissement qui est en train d'être fait par l'automaticien, où on surveille en permanence tous les paramètres, un peu comme chez Kevin. Hop. Le secours électrique, la seule différence, c'est quand un groupe se met en route, vous avez des micro-coupures qui peuvent être embêtants pour tout ce qui est automate, mais aussi pour les lumières. Et une variation de lumière sur un cendre, il n'aime pas du tout ça. Donc, de manière générale, on met des petits onduleurs sur l'alimentation de lumière. Et donc, j'ai déjà parlé de l'environnement. Donc, vous avez le merlot du voisin. Là, vous avez un rafale. Et quand il passe au-dessus d'une pisciculture de cendre, des fois, ça va pas bien. Et le temps peut prêter à sourire. Mais moi, j'ai un centre d'essai qui est à 10 km. Et quand ils font des essais d'armes lourdes, on vibre ici à 10 km. Donc, c'est des choses à prendre en compte. Et au niveau de la gestion économique, j'irai sur 2 exemples. Des pompes de qualité. Donc là, j'ai fait un comparatif de 2 pompes très simples. Une Pentair Swimey, qui est une pompe de piscine, qui consomme pour à peu près la même puissance que la même de chez Pentair, la NRM4. D'un côté, on a 1,5 kW, l'autre côté, on est à 370 watts. Et juste sur une pompe comme ça, on économise à peu près 1 400 € à l'année. Donc, moi, j'ai 10 pompes qui tournent en permanence. Je pense à des gens comme Kevin qui ont 60 pompes. Là, on voit vraiment l'intérêt de la chose. Au niveau de l'oxygénation aussi, donc on a le stockage en bouteille. Je prends un exemple chez moi, 10 000 mètres cubes de consommation d'oxygène quand j'aurai l'agrandissement. Coût à l'année 21 000 €. Il n'y a pas d'achat. Vous prenez un générateur à oxygène qui, pour faire le même volume, vous coûtera 2 000 € à l'année d'électricité, même si à l'heure actuelle il coûte cher, mais avec du solaire, il y a moyen de faire des choses bien. Avec l'achat de 20 000 €, ce qui vous fait que vous avez une économie dès la première année. Donc ça, c'est des choix stratégiques qui sont très importants à faire. Les moyens de dissolution aussi, sur des petits circuits fermés, vous pouvez avoir des mini plateformes âgées, comme celles qui sont à gauche que j'avais réalisées quand je me suis installé. Et après, vous pouvez travailler sur des cônes, voilà, qui sont déjà plus professionnels, lesquels vous allez avoir des meilleurs rendements. Et au niveau de l'aliment, on a peu de choix. Pour l'instant, il y a surtout le Goësan qui a travaillé dessus. Donc ça, c'est bien. Il nous faut un aliment qui est bien au niveau du cendre. Mais il est vrai que les autres fournisseurs commencent à s'intéresser au cendre. Et vite fait, la qualification de la main-d'œuvre. C'est vrai qu'il nous faut des gens motivés et passionnés. Ça, c'est la base dans notre métier. Et malheureusement, j'ai envie de dire avec ou sans diplôme. Moi, j'ai été obligé d'embaucher des gens qui ne sont pas du tout de l'aquaculture parce que impossible de trouver des gens des titulaires de BTS ou autres qui voulaient bosser. Alors, peut-être pas parce que le circuit fermé pose problème, mais peut-être à cause aussi de la géographie. Voilà. Moi, je suis dans les Ardennes, dans le nord-est de la France, et ça bloque pas mal de gens qui préfèrent être du côté ouest. Et pour finir, je dirais que la gestion d'un race de cendre a certaines particularités, mais que dans l'ensemble, ça reste vraiment similaire aux autres races. Et voilà. Je vous remercie. Ok. Merci beaucoup, Julien. Alors, bien évidemment, il y a plein de questions sur le cendre et sur la conduite d'élevage de ce poisson. Une première concernait le type d'aliment que tu utilisais selon les stades d'élevage, les différentes phases d'élevage. Est-ce que tu utilises des gammes d'aliments Alors, il y a des gammes. Ouais, alors, j'utilise des gammes. J'ai la gamme Perside de chez Le Goësan pour tout ce qui est grossissement et je vais la tester sur le larvaire. Au niveau du larvaire, j'utilisais plutôt une gamme marine d'une autre marque que je supplémente en certains oligo-éléments afin de diminuer, on va dire, le stress oxydatif et les malformations.
Tu as parlé d'utilisation de sel tout à l'heure pour diminuer la toxicité des nitrites. Est-ce que tu… Alors, attends, quelle est la question? Quelle salinité… Oui, à quelle salinité tu travailles justement pour diminuer cette toxicité? Alors, la Et est-ce qu'elle est salinité… continue aussi sur toute la phase de l'élevage après? Ouais, alors non, de manière générale, on ne travaille pas tout le temps avec du sel. On évite les variations de sel aussi. On sale principalement avant les manipulations pour justement faire de l'hypersécrétion de mucus. Enfin, plutôt de la sécrétion de mucus. Voilà. Et de manière générale, 0,5 g par litre de sel permet d'éviter des problèmes de nitrite. Voilà, donc ça diminue vraiment énormément l'absorption des nitrites avec une teneur en sel qui n'est pas si forte. Et sur le cendre, vous pouvez monter à plusieurs grammes par litre sans problème. On a Robert Lecoat qui demande si tu mets des miroirs dans les bassins pour tromper les poissons. C'est pas bête, remarque. Ouais. Peut-être qu'il est habitué à se regarder dans la glace. J'évite de mettre d'autres poissons dans les bassins. Alors, on a parlé de la salinité, des aliments. Il y avait des questions aussi concernant le renouvellement de l'air. Est-ce que tu travailles là-dessus et est-ce que tu en vois des effets, des bénéfices? Donc, le renouvellement d'air, de manière générale, on ne remet pas de l'air nouvelle ou on n'extrait pas l'air, en partie parce qu'on aère quand même pas mal. Par contre, on traite vraiment en interne, c'est-à-dire qu'on aspire l'air du circuit, on va le déshumidifier, le traiter aux UV, puis on va le remettre à l'intérieur de la salle. Et principalement pour éviter le développement de champignons, d'assainir la salle. La différence est énorme au niveau du larvaire, par contre. Ça, c'est vraiment, on ne peut pas s'en passer, parce qu'après, il faut gérer des mycoses branchiales sur des larves de quelques milligrammes, et ça, c'est problématique en cendre. Et sur du grossissement, pour l'instant, on n'a pas vu encore les effets, parce qu'on les met au fur et à mesure. Par contre, quand on travaille dedans, les gens qui ont des lunettes, l'atmosphère de travail, c'est quand même important pour les opérateurs. Tout à l'heure, Manuel de la ferme intégrale a donné des chiffres concernant les indices de conversion alimentaire qui étaient réalisés sur le cycle d'élevage. D'ailleurs, ça me fait penser que je ne sais plus s'il a précisé exactement sur quel était le cycle d'élevage réalisé par la ferme intégrale sur le cendre. Donc, si toi, tu le connais, peut-être que tu peux nous apporter des éléments de réponse là-dessus. Et donc, par rapport à toi, sur ton cycle total, quels sont tes indices de conversion? Alors, Manu, je crois que c'était il l'a dit, sur 10-12 mois pour avoir la bonne taille, 1,2 kg à peu près. Mais à partir d'une dizaine de grammes? Ouais, en partant d'une dizaine de grammes. Nous, alors, de manière générale, on est moins bon parce que on se concentre principalement sur l'élevage larvaire qui nous prend du temps. Et donc là-dessus, autant on essaye d'être très très pointu sur le larvaire. C'est vrai que sur le grossissement, moi c'est plutôt, j'ai des chiffres un peu moins bons, mais c'est vrai qu'on y passe peu de temps nous, sur les grossissements, on trie pas assez. Et c'est vrai que dès que les lots sont moins homogènes, on a des croissances qui sont moins bonnes. Voilà. Donc c'est vrai que j'aurai des résultats un peu moins bons. Après moi je descends à des indices de consommation de 0,6, 0,7 sur des poissons qui sont en dessous de 100 grammes. Mais après, au-dessus, on s'applique un peu moins, je dirais. Bien. Quelle est ta production aujourd'hui en gros poissons? Quel est le tonnage quelle est la quantité de poissons mise en marché pour la consommation réalisée? Ouais. Alors, en grossissement de poissons, on est à peu près à 4 tonnes de grossissement de gros poissons à l'année, ce qui est pas vraiment pas grand-chose. Nous, c'est principalement limité par la place, en fait. Moi, j'ai 600 mètres carrés de bâtiment et du coup, il faut optimiser la place à mort. Et les juvéniles, on va dire la croissance des juvéniles sont tellement importantes que nous, on a une salle on a un bassin, 4 mois plus tard, la salle est pleine, quoi. Donc, c'est vrai que c'est vite problématique. Nous, on se focalise principalement sur le petit. Et tu produis et commercialises combien d'alevins par an? On est de manière générale on est un peu moins entre 50 et 100 000 par an. Ça dépend des demandes. Et là, on monte plutôt on se rapproche plutôt vers les 100 000 juvéniles par an.
Très bien. Et juste, alors pour terminer, moi j'ai une question. Est-ce que tu pourrais nous faire un rapide panorama de la filière de production de cendres en France, d'élevage, hein, d'aquaculture? En circuit Il y a toi. recirculé. Qui est installé en production de cendres aujourd'hui, à part toi? Qui d'autre? Tu connais d'autres fermes? La ferme intégrale, on l'a cité, bien évidemment. Ouais, la ferme intégrale. Non, de manière générale, il y en a d'autres qui sont en travaux, qui vont l'année prochaine se lancer en cendres. Donc, sur des systèmes recirculés, pareil, qui ont des petits systèmes, 5-10 tonnes. Il y a des aquaponistes aussi qui sont en train de se mettre dedans. Il y a des projets en Loire-Atlantique qui mettent un peu de temps avant de se lancer, mais qui ont prévu de faire du cendre aussi. Donc, ça démarre à peine parce que moi, il m'a fallu 5 ans pour mettre au point un protocole d'élevage larvaire et que s'il n'y a pas de fournisseur de juvéniles, il n'y a pas de grossissement, quoi. Et donc, du coup, maintenant qu'on arrive à avoir des productions correctes, eh bien maintenant, les gens sont un peu moins réticents et ont un peu moins peur de se lancer parce que lancer un grossissement de cendres sans juvéniles, c'est ce qui a été fait à Zialor. Quand je suis arrivé à Zialor en 2010, le bâtiment était fini, on n'avait rien à mettre dedans. Donc, d'où l'intérêt de sécuriser l'approvisionnement juvénile et la production juvénile. Les astreintes doivent être plus faciles sans poisson aussi, hein. Le week-end, c'est moins pénible. On était tranquille pour les astreintes. On n'était pas embêtés au début. Et tu as parlé de musique tout à l'heure pour améliorer à la fois le bien-être des opérateurs, mais aussi il a semblé que tu mentionnes une amélioration du bien-être animal, ce qui a d'ailleurs fait l'objet il semblerait, de recherches de la part de l'ITAVI sur ces problématiques de musique dans les enceintes d'élevage. Est-ce que c'est du rock, du rap, de la bossa nova? Alors, est-ce que ça améliore le bien-être du poisson lui-même? Ça, je peux pas le dire. Est-ce que ça l'habitue aux vibrations et du coup l'habitue à un certain stress? Pour moi, c'est plutôt à ce niveau-là. Et oui, moi, par contre, c'est de la musique un peu, comme dirait mon père, qui dirait c'est plutôt des travaux. On est plutôt sur du hardcore ou du Frenchcore, donc rien à voir avec de la musique calme. Donc, mais d'où l'intérêt de pas. C'est pareil, c'est de la musique qui n'est pas trop forte avec des basses qui sont pas trop fortes. L'objectif non plus, c'est pas de stresser les poissons jusqu'à qu'ils meurent. Donc, c'est vrai que ce sera une petite enceinte. Et de manière générale, les poissons on n'a pas de souci particulier là-dessus et on met la musique surtout pour les manipulations. Alors, est-ce que ça marche? On fait de l'enrichissement. On fait de l'enrichissement, nous, tous les jours. C'est-à-dire qu'avec les poissons, on leur parle. Au début, on nous prend pour des fous. Je pense à Manu quand il est venu la première fois. Mais c'est vrai qu'on leur parle, on leur donne une habitude aux poissons. Et c'est vrai qu'en leur donnant une habitude et en les prévenant de certaines choses ou certaines manips, on a diminué énormément le stress des poissons. Et quand le poisson va pas bien, souvent le pisciculteur, il va pas bien non plus, quoi. Est-ce que tu utilises, il y a une autre question, est-ce que tu utilises des équipements à vision nocturne? Je dirais qu'on a des bons yeux. Mais non, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir augmenter la luminosité. Ce qu'on fait sur les phases de pré-gros et grossissement, ça passe très bien. Il y avait la lubie de la lumière rouge en perche. Ça, c'est pareil. Moi, j'ai fait du bleu, du rouge. J'ai pas fait le vert, mais j'aurais pu. Du blanc. Le blanc va très bien, en fait. Une fois qu'on a compris la problématique de la luminosité, il n'y a plus aucun problème.